vais te donner la discussion que j'ai eue avec un prof principal, mon prof principal de première, qui ne comprenait pas mon choix d'avoir choisi STT. Et j'étais déjà casse-pied à l'époque, puisque il me dit mais non, t'as les capacités pour faire ES ou littéraire. Et je lui dis très bien, mais ça veut dire que STD c'est les vacances. Et il me dit non, pas du tout. Mais je lui dis c'est quoi ? C'est une en plus je suis très basique, très claire, très frontale. Ouais. Et je lui dis c'est quoi ? C'est une voie pour les nuls. Il me dit non. Je dis mais non, c'est la voie pour le commerce. Je dis en quoi ? Enfin, ça mène vers quel métier ? ES et elle. Et le prof est pas en capacité de me répondre. Oyez la popu, je te présente Rose Hamzienne, présidente de Move Territoire et entrepreneur. Elle a passé 10 ans de sa vie dans le secteur de la banque, de hôtesse d'accueil à directrice d'agence. Rose est aujourd'hui une femme pleinement accomplie. Elle a su se faire remarquer notamment dans les grandes gueules, CNews ou encore Touche pas à mon poste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est partie chercher chacune de ses opportunités. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Sans plus tarder, n'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire, c'est maintenant sur Artisan de l'Esprit. Attention, cet épisode est en 2 parties. Rose Hamzienne, bienvenue chez Artisan de l'Esprit dans le podcast. Merci pour l'invitation. Un grand merci à toi pour d'avoir accepté. Avec plaisir. J'ai une première question pour toi. Alors, est-ce que tu as déjà écouté quelques-uns de mes podcasts ? Non, j'avoue, c'est une totale découverte. J'ai aussi les petits moments sur les réseaux sociaux. Ok. J'avoue. Donc, tu connais pas la fameuse question ? Pas du tout. Je suis venue à l'inconnu. Super. Ne jamais faire confiance aux amis, en fait. On m'a dit, vas-y, c'est super. Voilà, et je suis là. Eh bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, à notre amie en commun. À notre amie en commun. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Première question pour toi. Comment va ton cœur ? Ah, mais très bien. Très bien. Écoute, c'est vrai que c'est surprenant comme question, mais oui, ça va, il va bien. Ça change du comment tu vas, parce que le comment tu vas, automatiquement, on dit, écoute, ça va. Hein, mais... Oui, non, mais puis c'est vrai qu'on peut tout à fait dissocier son cœur et sa personne. C'est vrai, c'est très vrai. Non, ça va, mon cœur va très bien. Eh ben, ça fait plaisir. Merci pour ta réponse. Tu as déjà eu des gens qui t'ont répondu non, il saigne, non oui. Alors, peut-être pas il saigne, mais alors, souvent les hommes ils disent, écoute, en termes de cardio, ça va. La gonflette. Genre. Mais j'en ai déjà eu qui m'ont dit il est un peu mitigé ou pas. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question. C'est surprenant, donc forcément les gens ont tendance à peut-être être plus sincères dans leur réponse. Sauf les mecs qui font de la gonflette. Voilà. Je sais pas qui a dit ça, pardon par avance, mais forcément. Quasiment la moitié des. C'est bizarre. Ouais, je prends de la prot. Ouais. Ils se reconnaîtront eux aussi. Je vais arrêter de me faire des ennemis. Merci pour ta réponse. Deuxième question pour toi, qui est aussi devenue une question phare. Est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier ? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai eu 2 quartiers. J'ai eu un quartier, j'ai grandi pas très loin de Gagarine, à Colombes, pour ceux qui connaissent. Alors en fait, plus exactement, mon quartier n'était pas un quartier, parce que c'était rue de Strasbourg, mais il était collé à Gagarine en fait. Donc pareil, des HLM, pas très loin du centre-ville. Et du coup, les immeubles étaient plutôt à taille humaine, mais on avait essentiellement des gens qui étaient issus d'un milieu modeste. Et là, pour le coup, très familial. Très familial, on se connaissait tous, les voisins, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et j'ai eu, moi, plutôt une jeunesse assez agréable. L'école était dans la rue perpendiculaire, donc à 20 mètres. Okay. Vraiment, donc il y a pas de retard normalement. Il y a pas de il y a jamais tu connais pas ma mère pour dire ça, il y a pas de retard. On n'arrive pas en retard à l'école. Non, la boulangerie pareil, elle était en bas de l'immeuble. Non, une vie somme toute tranquille, le parc Edgar Quinet pareil au bout de la rue. Donc non, alors après voilà, ça fait un périmètre petit quand on est jeune, mais non, moi j'ai des super souvenirs. Et puis ensuite, j'ai déménagé à l'âge de 10 ans pour atterrir au Fosséjean.
Ok, toujours à Colombes. Toujours à Colombes. 2 salles, 2 ambiances. Là, par contre, là, on est vraiment dans le tiek-tiek. Ouais. J'habitais en face de la Tour Z et sans dire de bêtises, je crois qu'elle fait 29 étages. Ok. Donc voilà, pour te donner un peu l'ambiance. Pour le coup, beaucoup d'immeubles. Moi, mon immeuble n'était pas haut, mais il était large. Ok. Et puis une ambiance de quartier. Donc ça squattait dans mon hall, ça dealait, ça coupait dans les escaliers. Qu'est-ce que j'ai pu avoir aussi? Il y a eu effectivement des affrontements, des balles qui tirent, des voisins qui ont tenté de se suicider. La réalité assez dure d'un quartier, ce qui tranchait en réalité. Et au final, je crois que c'est, tu sais, toutes ces questions-là, c'est pas uniquement dû en réalité à de la précarité, c'est précarité plus fort urbanisme. Ouais. Parce que tu vois, au final, près du centre-ville, il y avait aussi du deal, on va pas se leurrer, mais beaucoup moins. Et moins ces problématiques de densité de population. Ouais. C'est ça qui fait la diff, vraiment. Énormément, avec une proximité au centre-ville qui font qu'on a au final une vie normale, c'est-à-dire de l'accès aux écoles, des loisirs, le ciné pas loin, le parc, d'avoir des magasins, et je crois que ça façonne aussi différemment. Et moi, ce qui m'a frappé, et déjà enfant, c'était effectivement d'avoir peu de commerces différents, essentiellement des commerces de bourse, de bouche. Tu as en fait très souvent un supermarché. Donc nous là, on avait un Leclerc, qui était un peu le poumon de la cité. C'est-à-dire qu'en fait, t'as rien à faire, tu passes ton temps à faire des courses. Tu vas en fait, t'as un triangle, triangle des Bermudes, grec, boulangerie, Leclerc. De temps en temps, pharmacie. Ouais, c'est ça. Et t'es condamné à manger, quoi. Tu vois. Et le parc. Et un parc. Mais effectivement, progressivement, la Poste a fermé. En revanche, on a eu l'arrivée de la CAF. Bah bien évidemment, on la met pas très loin. Si ça peut vous éviter de venir au centre-ville, messieurs, dames. Et donc voilà. Et donc avec un bus qui drainait en réalité le quartier des Fossés-Jean et le reste de la ville. Et pour le coup, j'ai vécu le phénomène banlieue, c'est-à-dire vraiment la mise au banc, puisqu'on était en plus géographiquement à l'extrémité de la ville, puisque ça faisait centre-ville, zone pavillonnaire, Cité des Fossés-Jean. La Cité des Fossés-Jean, elle est limite Asnières, non? Exactement. C'est celle-ci. Exactement. Okay. C'est ça, juste avant la Cité d'Orgemont, qui, elle, est sur Asnières. Donc là, une réalité différente. Alors attention, après, autant de gens formidables, j'ai aussi vécu des belles choses, mais beaucoup plus plongé dans une réalité plus dure de quartier. Mais justement, comment ça se passe dans ta tête quand, à 10 ans, tu changes d'environnement? Alors moi, ma mère, elle a été catégorique avec l'éducation nationale. Elle a souhaité ne pas nous changer de collège. Okay. Je crois que c'est ce qui a fait aussi que j'ai peut-être moins tissé des liens amicaux. Alors j'en avais forcément, parce que quand t'es gamin, tu tisses facilement du lien. Mais du coup, j'ai toujours eu cette attache avec mon quartier d'avant, ou en tout cas le centre-ville. Je pense que ça joue aussi énormément, puisque pareil, le collège était pas trop loin et on avait essentiellement les gens du quartier. Je crois que ça aussi, ça enferme quelque part. Et puis, c'est vrai que moi, d'avoir grandi à Colombes, c'est 20 minutes de la Défense, c'est 3 stations de Saint-Lazare, et ça aussi, ça change. C'est pas la même réalité quand vous êtes au Mureau, à Mantes-la-Jolie, à Grigny. Alors certes, il y a le RER de la même manière, mais 3 stations, c'est pas pareil que 7 ou 8 ou 10 stations. Et c'est vrai que du coup, moi, mon terrain de jeu, c'était la Défense. Et puis après Saint-Lazare, même mes premiers boulots, c'est vrai que c'était très souvent sur Paris. Ça formate différemment. Mais est-ce que tu penses que si tu avais vécu toute ta vie au Fossés-Jean, t'aurais eu aussi cette envie de entre guillemets t'émanciper, dans le sens où sortir du quartier? Oui, je pense, parce que indéniablement il y a des belles réussites aussi au Fossés-Jean, mais je crois que ça peut plus facilement t'enfermer dans une zone géographique. Ça peut-être cloisonner ton esprit. Moi, je le vois. Alors, à côté de ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Et tu vois, de plus en plus, on travaille la question de la mobilité, mais de la mobilité géographique, c'est-à-dire typiquement quand tu donnes des rendez-vous à des jeunes chez les employeurs à Paris ou ailleurs, ils sont obligés d'aller avec des potes.
Bah oui. Et moi, c'est toujours ce qui m'a surpris. Mais en fait, c'est parce que il y a l'inconnu fait peur. C'est ça. Et donc, ils ont toujours besoin. Alors, c'est pas qu'ils ont envie de traîner en bande. Et puis, ils comprennent bien qu'on va pas à un entretien d'embauche avec un pote. Ouais. Pour autant, ils ont besoin de faire le chemin, en fait, limite pas tout seul. Et ça, je crois que c'est profondément ancré sur ces questions, en fait, spatiales, du fait de grandir un peu en quartier. Chose que j'ai un peu moins vécue en ayant cette proximité avec le centre-ville sur la première année de ma vie. Et puis, j'ai aussi eu en répercussion, en héritage, le stress de mes parents qui, on a vécu 5-6 ans, chaque samedi, ils faisaient le tour des agences immobilières pour se barrer. Ah, il y avait cette motivation. Ah non, il y avait vraiment, et à un moment donné, la peur enfin, tu sais, moi, ma mère, limite, elle nous faisait pas faire du vélo en bas de la maison, quoi. Ok, à ce point, ouais. C'est la caricature de la maman. Et non, et du coup, elle faisait vraiment attention. Et parce que peur des mauvaises fréquentations, peur de l'accident, peur de l'inconnu, tout simplement. Donc c'était vraiment parc, éventuellement en bas. Donc elle a pas tort, hein. Cela dit, mon grand frère s'est fait renverser à vélo. Il a eu une clavicule pétée. Donc comme quoi, elle avait. Bon, après on n'empêche pas les accidents, mais ma foi, ça se comprend en tant que maman. Et puis on remplace pas une maman qui a peur pour son enfant. C'est impossible. Mais tu vois, le fait de les avoir vus visiter chaque week-end des maisons, parce que c'est un vrai choc. Alors moi, mon père, il est claustrophobe et donc il prend pas l'ascenseur. Ce qui veut dire que chaque jour, il voyait des types couper du shit dans les escaliers. Et dans la tête d'un père, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas cette jeunesse. Enfin, c'est pas l'environnement dont tu as envie pour tes enfants. J'avais pourtant des jeunes très respectueux qui squattaient, clairement, qui disaient toujours bonjour. Mais il y a rien de normal à rentrer dans son hall et avoir 6 types, quoi. Aussi sympathiques qu'ils puissent être. Bien sûr. Donc voilà, ça se passe pas comme ça partout, mais là pour le coup, je vais pas mentir. En revanche, ce que j'ai vu changer au fil et à mesure des années, c'est clair que moi, à mon époque, quand il y avait du squat, les jeunes avaient plutôt honte de squatter et avaient tendance à baisser le regard quand il y avait des papas et des mamans qui passaient. Aujourd'hui, tu as quand même plus le sentiment que c'est le papa ou la maman qui baisse le regard pour pas faire de grabuge et ne pas limite embêter le deal. Cette transformation me fait particulièrement de la peine. Ouais, je comprends. Surtout que dans quelques environnements dans lesquels moi j'ai grandi, en passant dans les mêmes quartiers 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, maintenant ils se cachent même plus, tu vois, ils font des feux dans le quartier en plein hiver et tout. Moi j'ai vécu les années Sarkozy, hélicoptère aux grèves. Donc ouais, c'est une ambiance particulière. On dirait la nana, elle cite tous les points de deal de Colombe. Pardonnez-moi les gars. mais par exemple, on a connu tu sais quand t'entends dans les raps gantés, cagoulés. Non, vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs mettaient des gants, mettaient des cagoules, dealaient de cette manière-là. Et comme si il n'y avait pas la capacité de se dire, bon, ce qu'on fait est d'une part interdit par la loi, ça crée clairement des nuisances, mais on va le faire en toute liberté. C'est déjà pas ultra normal de vivre dans cet environnement, mais en plus, on se moque des réactions que ça peut produire chez les gens. Rentrer chez soi et avoir des jeunes qui sont gantés, cagoulés, c'est quand même très spécial. Et tu vois, ce manque de respect, parce que c'est avant tout cela en réalité, c'est manquer de respect à l'égard des gens, de l'environnement. En réalité, ton voisin, ta voisine, parce que derrière la cagoule, on savait très bien qui y avait. Je trouve que c'est un vrai manque de respect, vraiment. Donc il y a ça aussi, puis il y a aussi des gens formidables, des jeunes qu'on voit grandir. Moi, dans ma classe, j'ai par exemple Abdella qui est dans le foot aujourd'hui et qui est présentateur, et on était dans la même classe. Enfin, tu vois, on a parfois des parcours. Tout à l'heure, j'en ai une qui m'a contacté, qui m'a dit qu'on était au lycée ensemble. Elle travaille à Canal+. Enfin, super. Comme quoi, j'ai beaucoup de gens qui me recontactent et qui ont des super parcours, et ça fait super plaisir. Donc non. Sans vouloir paraphraser des rappeurs, mais oui, nous, on n'est pas condamné à l'échec. On peut aussi s'en sortir. Il y a énormément de gens qui s'en sortent. On pourrait
ici philosopher sur ce que c'est que la réussite en réalité. Donc moi je pense qu'il y a plein de gens qui réussissent, mais faut pas se mentir, c'est difficile. On n'a pas le même parcours, on n'a pas forcément les mêmes portes qui sont ouvertes, on n'a pas les mêmes opportunités qui s'offrent à nous. Mais ma foi, on y arrive et on peut aussi arriver avec un cœur apaisé. Bien sûr. Aussi après avoir vécu tout ça. Et tu as parlé de Samy Bouabdella qui passe de temps en temps au Racing 92 pour passer un moment avec les jeunes et tout. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est là-bas où on faisait nos cours de sport. Ouais. Je te rassure, ça a beaucoup évolué. C'est encore en chantier là. Je sais. Mais oui, Racing Club 92, le Stadiv du Manoir, exactement. C'est là où on allait quand on faisait du rugby, de l'athlétisme. Donc oui, et en fait c'est très marrant. Et pareil, il y en a un autre qui s'appelle Farid dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises. Et pareil, qui est agent de joueur à Dubaï. Enfin, donc les réussites, elles sont. Alors, on était une classe particulièrement. Ouais. C'était un bon cru cette année-là. Mais non, en fait, j'ai la chance moi d'avoir des retours de gens qui ont beaucoup réussi. Mais bien évidemment, on a tous été témoins aussi d'une réalité qui n'était pas toujours facile. Ouais. Clairement. Et aujourd'hui, si je suis aussi engagée sur ces sujets, alors même si moi je me positionne jamais dans les médias comme quelqu'un qui revendique cela. Ouais. Je suis né en quartier, j'ai grandi en quartier. J'ai jamais cette posture-là. Je pense en réalité, on n'a pas besoin de le revendiquer. Exactement. Ça se voit, ça se ressent. C'est après, ça. C'est tout. Mais par contre, c'est ce qui m'anime parce que cette jeunesse forcément me ressemble, parce que ces situations font écho à certaines choses que j'ai vécues, parce que je trouve ça terriblement injuste. La question des quartiers populaires en France, quand tu sais que le taux de pauvreté est de 15% en France, que dans les territoires ruraux, il est au maximum à 18%, et qu'il est en revanche de 42% dans les quartiers populaires. On a beau dire, mais s'il y a bien un record qu'on bat, c'est celui-là. Et tu vois, le taux de pauvreté, c'est de vivre avec moins de 1000 balles par mois. Et tu peux pas te dire, mais comment, qu'est-ce qu'on attend de bon quand on met des gens précaires tous ensemble, quand on a des quartiers qui, urbanistiquement parlant, sont des délires architecturaux. Clairement, on va pas il y en a qui se sont fait plaisir. Moi, quand j'ai vu la cité à Grigny, la Grande Borne, je me suis dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? T'as une espèce de grand terrain vague avec des immeubles en serpentin et rien autour. Comment on peut faire ça? Donc cela, tu ajoutes au fait que tu mets 30 gamins qui parfois peuvent avoir des difficultés avec des profs qui sont très jeunes, avec parfois des profs absents qu'on remplace pas, avec des poumons économiques qui sont très éloignés de ces territoires. Enfin, t'as l'impression d'avoir un espèce de condensé pour que ces gens s'en sortent pas. Donc voilà, ces injustices-là que j'ai vues, perçues, compris, forcément, elles m'animent. Et dernièrement, quand je m'émeus, ou en tout cas que je réagis un peu avec colère sur la cité Caliste à Marseille, je le fais parce qu'en fait, le discours de cette femme qui se fait brûler son appartement et qui dit clairement, littéralement, on nous abandonne, il me parle. Ouais. Et en réalité, quand je l'entends parler, cette jeune femme, je me dis, ça pourrait être moi. Tu penses à toi, mais ça pourrait être tellement ma mère, ça pourrait tellement être moi. Et ça ne devrait pas arriver. Et quand je vois qu'on passe notre temps, ces dernières années, à parler de séparatisme, et je dis pas qu'il n'y a pas de problème de communautarisme, je suis pas là pour nier certains phénomènes, bien évidemment, ils existent. Mais tu peux pas parler de séparatisme quand la République s'est barrée. Tu vois, et donc je trouve qu'on leur rend pas suffisamment justice, et c'est ce que je tente de faire à travers pas forcément mon témoignage personnel, parce qu'à la limite ma vie on s'en moque, mais plutôt sur des réalités sociologiques, sur des études, et du coup je suis là argument contre argument, parce que on peut pas laisser dire tout et n'importe quoi, et puis je crois qu'on peut pas mépriser et insulter des millions de personnes qui n'ont pour d'autres reproches que le fait d'être au final pauvre. Parce que c'est ça. Et je crois que c'est une des phrases que j'ai dit, on n'a pas le droit d'être pauvre dans ce pays. Mais clairement. Donc voilà. Alors si en plus on rajoute issus de l'immigration, et si on rajoute musulmans, bon voilà, t'as le tiercé gagnant pour avoir le portrait. C'est le portrait robot du français pas normal. Ouais. Voilà. C'est intéressant parce
T'as répondu à pas mal de questions là. Du coup, je vais devoir m'adapter. Je t'ai spoilé toutes tes questions. Désolé. Non, mais c'est très bien. Je voulais juste, tu vois, mine de rien, c'est que qu'on ait un parcours associatif, enfin qu'on soit engagé plutôt en associatif, à l'école, dans le travail ou dans le podcast par exemple ou autre chose, d'une manière ou d'une autre, c'est une forme d'engagement politique. Bien sûr. Toi, t'es pas forcément engagé politiquement. Non, je suis pas du tout. Je suis pas encarté. C'est vrai. Mais pourtant, quand on entend Rose Amézienne, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que on l'a bien compris, hein, ton vécu fait que c'est peut-être aussi ton vécu et ton côté empathique qui fait ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit dès ton enfance ou ta jeunesse? Moi, je vais avoir envie de faire quelque chose pour contribuer à quelque chose plus tard. Non, je crois pas. Je crois pas m'être dit cela. En revanche, sur la question de l'engagement, j'ai toujours eu une personnalité affirmée. J'ai toujours pris beaucoup la parole. J'adorais, moi, par exemple, les cours de philo. Même si je suis aujourd'hui quelqu'un de très pragmatique et je tente de ne pas intellectualiser les sujets, mais plutôt à trouver des solutions. Mais non, ça fait peut-être écho à un métier que j'ai voulu faire fut un temps, c'était avocate. Donc le fait de plaider, le fait de défendre, le fait de ne pas supporter l'injustice, je pense que ça y ressemble beaucoup. Mais si je te raconte pourquoi je n'ai pas fait du droit, ça t'amuserait. Si tu connais bien le 92, tu connais aussi beaucoup l'université de Nanterre. Oui, j'y étais même. Ben voilà. Et alors, en fait, tu sais, je crois qu'on construit nos parcours de vie aussi en fonction de son cadre de référence. Bien sûr. Mon cadre de référence, c'était essentiellement des jeunes hommes ou des jeunes femmes, mais plutôt des jeunes hommes, qui faisaient 3 fois leur première année en droit. Et moi, l'université me faisait peur. Je trouvais que c'était tellement peu cadré. Et que j'avais beaucoup de gens qui faisaient effectivement des premières années sans forcément poursuivre, mais parce que je crois que c'est un rythme très autonome qui ne correspond pas non plus à toutes les personnalités. Et le choc lycée-université, tout le monde n'est pas en capacité Il y a véritablement pas de transition. Et donc tu vois cette référence et surtout, je crois que c'était une discipline que beaucoup choisissaient le droit. C'était un peu enfin, je sais pas si c'était la facilité, mais en tout cas dans mon référentiel, j'avais beaucoup de gens qui avaient choisi droit et peu de gens que je voyais en 2e, 3e année. Alors, bizarrement, aujourd'hui, je connais beaucoup d'avocats qui viennent de quartier, c'est pas le souci. Mais jeune, c'était ça. Et je me suis dit, non, je peux pas prendre le risque de faire 2, 3 années. Je comprends. Et du coup, au final, j'ai choisi le commerce. Et encore une fois, parce que le référentiel, c'était ma grande sœur donc j'ai un peu suivi son parcours. Donc, tu vois, au final, les choix de vie, mais pour revenir à l'éducation nationale, pareil, on m'a jamais parlé des prépas, on m'a jamais parlé des grandes écoles. Sciences Po, t'as pas connu, mais inconnu au bataillon. Et pourtant, pas mauvais élève, pas lycée ghetto, donc il n'y avait pas de raison en fait qu'on nous donne pas ce niveau-là d'information. Et à l'époque, pas particulièrement, donc pas fait. Alors ça m'a pas empêché après derrière de faire carrière d'une part dans la banque, ensuite dans l'insertion professionnelle, aujourd'hui d'être chef d'entreprise. Ça n'empêche pas en fait les parcours. Mais à ce moment-là, tu le sais pas. J'imagine que tu essaies de te projeter, tu dis mais il y a quoi pour moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire pour moi. Je vais te donner la discussion que j'ai eue avec un prof principal, mon prof principal de première, qui ne comprenait pas mon choix d'avoir choisi STT. Et j'étais déjà casse-pied à l'époque, puisque il me dit mais non, t'as les capacités pour faire ES ou littéraire. Et je lui dis très bien, mais ça veut dire que STT c'est les vacances. Et il me dit non, pas du tout. Mais je lui dis c'est quoi? C'est une en plus je suis très basique, très claire, très frontale. Et je lui dis c'est quoi? C'est une voie pour les nuls. Il me dit non. Je dis mais non, c'est la voie pour le commerce. Je dis en quoi? Enfin, ça mène vers quel métier? ES et L. Et le prof est pas en capacité de me répondre. C'est pas son métier, je le comprends. Mais en même temps, c'est lui c'est lui qui provoque le rendez-vous. Parce qu'attention, il me convoque et le mec ne comprend pas que j'aille en STT. Non. Sauf qu'à ce moment-là, il a honte de dire qu'effectivement, il y a des filières qui sont un peu plus cotées que d'autres. Donc moi, à ce moment-là, je comprends même pas qu'il y ait des
filières plus cotées que d'autres. Tu vois, mais c'est hyper violent de se dire qu'il y a des filières qui sont plus prestigieuses. Et comme il n'est pas capable de me dire qu'est-ce que je vais faire après. Ok, d'accord, j'ai mon bac ES, j'ai mon bac L. Je fais quoi avec un bac L? Et je lui dis sans vouloir vous mépriser, hein, mais j'ai pas envie d'être prof parce que pour moi derrière un bac L, il y a que prof. Ouais. Derrière un bac ES économie et sociale, je vois pas du tout vers quoi ça mène. Et donc, comme il n'est pas en mesure de m'apporter cette réponse, comme je ne crois même pas avoir rencontré une conseillère d'orientation. Le mec n'arrive pas à me convaincre. Je file en STT. Moi, j'ai rencontré une fois un conseiller d'orientation. Bravo. Mais attends, je vais te raconter la scène. On va dire bravo. Bravo. Mais elle existait. Tu vois, moi, je suis même pas sûre qu'à l'époque, si elle avait un bureau, si elle existait. Moi, je dis elle, mais on sait même pas. C'était peut-être il. Moi, c'était un mec en question et il avait un bureau et le bureau était toujours fermé. Il fallait juste prendre rendez-vous, donc il était jamais là. Puisqu'on a dû lui confier des établissements. Au minimum. Mais oui. Mais la blague, c'est quoi? Donc, on s'installe, il me dit, bon, tu veux faire quoi plus tard? Je dis, j'aimerais bien faire ça. Et il a fait une chose très simple, il est parti sur Google et il a tapé le métier en question et les études. Chose que je peux faire totalement tout seul, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok. Ça va aller. J'ai plus besoin de prendre rendez-vous. Je pense que ça, je sais le faire. J'ai plus besoin de prendre rendez-vous. Donc voilà. Donc, comme quoi ça conditionne. Pour revenir à ta question initiale, parce que j'ai un peu noyé le poisson. Effectivement, je pense que si je dois rattacher à cela, c'est peut-être parce que ça vient du métier qui me passionnait initialement, avocat. Mais si tu me poses la question pourquoi avocat, je pense que c'était peut-être effectivement la lutter contre l'injustice, essayer de lutter contre les coups du sort, la fatalité, essayer de changer les choses. Ouais, je pense que ça remonte à loin. Après, j'ai aussi une histoire personnelle qui fait ça. Quand tes parents moi mes parents se sont rencontrés en France, okay. Tu vois, mais mon papa arrive à 17 ans dans les bidonvilles de Nanterre et il est parti de Darabenkeda qui est une ville en Kabylie, plus exactement de Tirmitine, à Alger. Il avait à peine, déjà à 14 ans, il commençait à être vendeur dans les villages. Et il est parti à peu près à 14-15 ans sur Alger. Okay. Tu vas vivre chez un oncle et puis il travaillait là-bas à la Grande Poste. Il achetait des journaux au kiosque, il les revendait. Et il arrive à 17 ans dans les bidonvilles tout seul. Il a commencé une alternance. Et moi, j'ai vu mon père. Donc déjà, il a été scolarisé à 6 ans. Donc, je crois qu'il a été scolarisé. En plus, il y a eu la guerre d'Algérie. Donc, il a été scolarisé de 6 à 12 ans, quelque chose comme ça. Alors, mon père sait lire, mon père sait écrire, mon père parle très bien français. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai bien senti qu'il n'avait pas ce parcours-là académique. Et donc, pour lui, les études, c'était important. Mais je l'ai surtout vu pendant 40 ans travailler chaque jour, ne pas avoir un seul jour d'arrêt maladie, véritablement. Alors pas qu'il tombait pas malade, c'était pas un surhomme, mais même malade, il allait travailler. Et puis, pour te donner un fait ultra marquant, je me levais très tôt. Ça m'arrivait de lui faire le café dans une cafetière italienne. Et mon père préparait, ça m'arrivait de le faire, ou ma mère, mais un sandwich chaque jour, donc avec la demi-baguette de la veille. Et tu avais 2 variantes, ou c'était camembert seul, ou c'était thon à la catalane, pour ceux qui connaissent. Classique. Thon à la catalane, c'est avec de la sauce tomate. Et ça pendant 40 ans. C'est-à-dire que pas une fois, il a bougé. Ma mère a tenté de lui faire des plats et cette force, cette constance, cette culture travail, moi, elle m'a énormément forgé. Et il a tout fait pour qu'on ait une vie digne. Nous, chaque année, on allait en vacances. Mon père ne conduisait pas, ne conduisait pas sur des longues distances, donc c'était 7 billets d'avion. Et pour ceux qui connaissent le billet Paris-Alger, on a un taux au kilomètre de kérosène qui est hors norme. Donc c'était 7 billets chaque année. Il a tout fait pour effectivement chaque rentrée qu'on ait des nouveaux vêtements, qu'on ait et puis voilà,
lui-même s'est saigné pour être propriétaire et qu'on vive correctement. Donc, je ne peux que être très très humble et puis surtout très admirative de son parcours. Et je crois que sur tous ces sujets-là, de la manière dont on traite les questions d'immigration, la manière dont on traite les quartiers populaires, ça m'attriste qu'on salisse à ce point le parcours d'hommes et de femmes qui sont particulièrement dignes, particulièrement respectables, et c'est presque des héros du quotidien. Et on tente de nous faire croire que ces gens-là ont presque retiré le pain de la bouche des Français. Ils le sont à bien des égards. Moi, j'ai 2 grands-pères qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, dont un qui était engagé dans l'armée française et qui a même fait Indochine. Je dois rien à personne. En réalité, j'ai un amour patriotique pour mon pays, mais pas plus, pas moins qu'un autre. Je me sens pas illégitime, ils ne sont pas illégitimes, et je trouve que sans revanche, sans amertume, parce que il faut laisser l'histoire à l'histoire, mais je trouve que cette grille de lecture de ce qu'a été l'immigration française, elle est très injuste. Et aujourd'hui, un certain nombre de débats découlent en fait de cette histoire. Et je crois que le minimum, c'est de restaurer quelques vérités, je crois. Et je crois que humblement, même si je le dis pas aussi frontalement ou aussi clairement, et je pense qu'il y a de cela de manière sous-jacente. Et donc voilà, c'est surtout beaucoup d'amour. Je crois qu'on dit pas assez « je t'aime » à ces quartiers. Tu vois, je crois que nos hommes et nos femmes politiques, j'ai dû le dire à Dupont-Aignan, qui était venu dans l'émission Face à la rue chez Morandini, sans faire de pub, mais il était venu, et je crois que je lui avais dit ça en ces termes. On ne dit pas assez « je t'aime » à ces quartiers. Je ne vous entends pas dire « je t'aime » à ces quartiers. Et on a le devoir de dire que ces quartiers, c'est aussi la France. Ces gens-là sont aussi des Français et on doit leur dire qu'on les aime. Et je crois que les gens des quartiers, de toute façon, sont très affectifs, mais je crois qu'on leur dit pas assez qu'on les aime. Pas du tout. Et je crois que c'est ce que j'essaye, en tout cas, de faire, à ma manière, avec mes mots. Mais oui, je crois qu'on manque de leur dire qu'on les aime. Vraiment. Donc, si vous nous écoutez, on vous aime. N'hésitez pas, On vous aime. J'ai perdu ma question. Pardon. Non. C'est super intéressant tout ce que tu as dit. Sinon tu cut, hein. Sinon je cut. Ce que je viens de dire, je vais cutter. Tu peux laisser, c'est drôle. Ouais, je vais laisser. En fait, il y a tellement de choses profondes que tu dis que à chaque fois je me dis j'ai une question. Et puis après, note. Ah ouais. Mais prends des notes. En tout cas, oui, voilà, c'est bon, elle est revenue la question. Super. Tu vois, au moment où tu te rends compte de tout ça, donc en termes d'études, que tu connais pas telle ou telle chose, que le prof lui-même est incapable de te répondre sur l'orientation que tu peux prendre, sur le fait de justifier l'orientation qu'il te propose. Est-ce que toi, une fois que tu passes le bac, tu te dis ok, bon bah je sais plus ou moins dans quoi je vais aller, même si j'ai plus ou moins des freins ou pas, parce que voilà, t'as été ralenti. J'ai même pas en réalité, j'ai même pas conscience de tout ça. Réellement, moi, j'entends parler de Sciences Po, des grandes écoles, des prépas à l'âge adulte. Ça y est, c'est passé. Ouais, moi aussi. Donc je me dis, on m'a caché ça. Ouais. Non, je fais une alternance très basique dans le commerce. Et en réalité, j'ai une chance, moi, tu vois, on parlait des cadres de référence. Ma sœur a fait un CDD dans une banque. Je trouvais, dans l'imaginaire, la banque, sérieux, il y a toute une image, tout un fantasme autour de la banque avec tout le bagage d'études, la finance et autres. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc en fait, à l'issue, moi je suis tombée dans une période où en banque, on recrutait beaucoup plus de commerciaux que de gens qui avaient réellement fait un BTS banque par exemple. Donc voilà, je fais partie de ce groupe-là. Et du coup, j'ai fait carrière dans la banque et
En revanche, j'avais pas le temps de conscientiser tout ça. Alors, c'est peut-être enfin, j'ai ma part de responsabilité. Je peux très bien, j'aurais peut-être pu aller à la recherche de l'information, mais je crois que aujourd'hui, je sais pas si les jeunes sont plus alertes, mais je crois qu'on en parle plus et je crois qu'ils ont un peu plus de cadre de référence que ma génération. Oui, c'est ça, mais il vient d'où le cadre de référence? C'est qu'aujourd'hui, on est tous connectés sur nos téléphones. Exactement. Donc ça fait la différence. On n'a plus besoin de... Et puis il y a des émissions. Aujourd'hui, il y a des émissions qui vont parler de l'alternance, qui vont parler des études, il y a qui plus vont parler d'événements. Il y a des gens qui écrivent des livres Ouais. sur leur parcours. Donc, ouais, c'est beaucoup plus ouvert. Moi, je pense que je me pose pas vraiment de questions. En réalité, peut-être parce que j'ai aussi un peu de facilité, donc j'ai pas et du coup la vie professionnelle elle arrive très vite. Je fais de l'alternance parce que j'ai pas envie d'être un poids financier pour mes parents. Ouais. Donc d'où l'alternance parce que c'était important d'avoir un peu d'argent, même si j'ai vécu encore chez mes parents. Et puis après la banque, elle a dessiné un peu mon parcours. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une collègue, une conseillère financière. En plus, moi, si tu veux, mon premier jour à la banque, on m'envoie rue de la Boétie. Je te dis pas un Indien dans la ville. On m'envoie. J'arrive, l'agence de la Boétie, c'était l'une des plus belles agences. Tout marbré, c'est même pas, non mais tout marbré. Donc je passe le sas, immense l'agence, mais vraiment immense, des bureaux partout, des coffres en sous-sol, enfin vraiment la belle grosse banque parisienne qui est pas loin d'ailleurs. Et du coup forcément j'arrive dans un environnement qui est tellement éloigné même de ma petite agence, à Colombes. Et j'ai une conseillère en gestion de patrimoine. Déjà juste ça, j'ai une conseillère en gestion de patrimoine. Je suis même pas sûre qu'il y en ait. Non, mais c'est vrai. Et du coup, elle me dit, je me rappelle, elle avait une voix très grave. Et moi, j'étais à l'accueil. Elle me dit, bon, écoute, petite, t'as quel âge? Donc, j'avais 23 ans, je crois. Un petit peu moins. Elle me dit, bon, clairement, ta retraite, t'en auras pas. Elle me dit, bon, clairement, ta retraite, t'en auras pas. Là, dès que t'as 6 mois de contrat, tu vas à l'agence du personnel, tu fais un prêt. Si t'as pas l'argent pour les frais de notaire, ça passe à 110%. Je comprends à peine ce qu'elle me dit. Tu sais, moi, je suis là, je suis en train de remettre des chèques et des CB. Ouais. Je sais pas si t'imagines. Elle me dit donc, dès que t'as 6 mois, tu vas acheter. Hein. Donc, commence à regarder les apparts, c'est important. Puis tu crois, mais je l'écoute. C'est bien. Je l'écoute. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à acheter mon premier appartement à 22 ans et demi. Parce que t'as une nana, en plus, c'était Christine, elle avait, je me rappelle, elle s'était mariée très tard, elle a eu un enfant très tard, elle était très grande, je fais 1m75, elle faisait, je crois, 2 têtes de plus que moi. Elle était très grande, avec sa voix très grave. Christine, si elle nous écoute également. Écoute, j'espère. Et voilà. Et en fait, c'est aussi comme ça que j'ai été plongée un peu aussi dans la vie des Français. Ouais. Tu vois, gérer l'argent des gens. Tu sais, tu gères toutes les choses qui sont magnifiques, les mariages, les naissances, les achats immobiliers, les créations d'entreprises. Ça, c'est des choses waouh à accompagner en tant que conseiller. Et puis, tu as des choses moins waouh, mais qui sont nécessaires. L'endettement, les gens qui tombent sous addiction, les séparations, les enfants que tu dois... les enfants qui sont nés de relations adultères, mais dont le père souhaite couvrir financièrement. Enfin, c'est toute cette la dépendance aussi des parents qui ont des histoires familiales compliquées et qui vous parlent de déshéritage. Tu leur expliques que la loi, c'est pas exactement ça. Enfin, tu rentres en fait dans l'intimité des gens parce qu'en réalité, l'argent gère toutes ces choses-là. Moi, j'ai récupéré des gens du surendettement. Enfin, et le fait de vivre tout cela, tu parlais d'empathie. Je crois que c'est ce qui fait que j'aime aussi énormément les gens et que peut-être modestement, je les comprends. Ouais. Parce que j'ai eu à les comprendre à travers leur vie et à travers leur vie financière. Et je crois que ça a beaucoup forgé un petit peu mon rapport aux autres et mon rapport à ce pays, mon rapport aux injustices aussi. Je crois que ça forge beaucoup de choses. Parce que t'es resté 10 ans dans le secteur de la banque. T'as commencé en tant que... À l'accueil. Tu vois, en tant qu'hôtesse. Comment tu passes 10 ans en faisant hôtesse et en arrivant...
Bah, tu travailles, en fait. Tu travailles. J'avais pas la culture diplôme, parce qu'effectivement, je m'étais arrêté un bac+2. Par contre, j'avais la culture travail. Et ça, c'est le bagage que m'a transmis mon papa. Alors, parce que j'avais pas fini, t'es arrivé... Directrice d'agence. Directrice d'agence. Donc, dès que t'es arrivé, tu t'es dit, je vais aller jusqu'au bout du truc, ou alors c'est arrivé progressivement, ou c'est juste... Non, enfin, je crois que c'est un peu une nature. J'ai toujours besoin de voir 2-3 étapes d'après. J'ai besoin de savoir où je vais. D'ailleurs, quand j'ai des moments de brouillard, je fais de la rando. J'ai besoin de marcher. Parce qu'en fait, le mouvement, le fait d'avancer, attention, hein, papa, on a le droit de prendre des pauses, on a le droit de réfléchir. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai des rendez-vous importants au téléphone, je marche. Je me balade dans mon appart, ou si je suis au bureau, je me balade au bureau. Mes salariés, mais je me balade et je marche. Les gens savent que quand je suis en rendez-vous, je peux marcher. Tu sais pourquoi parce qu'en fait, quand je marche, j'ai le sentiment d'être dans l'action. En fait, ça nourrit ma réflexion. Mais d'un point de vue scientifique, tu sais ou pas pourquoi? Pas du tout. Alors c'est vieux, je sais pas si c'est encore valide, mais à l'époque, on disait que tu vois, quand les gens trempent des pieds, ils disaient que c'était de l'hyperstress, et quand on se balance du haut, c'est de l'hypostress. Donc l'hypostress, c'est quelque chose de positif. Et ça te permet de connecter avec ton inconscient et d'être plus décontracté, et du coup avoir les idées claires. Les idées claires. Mais moi, je sais que ça m'aide à pas réfléchir, mais je crois que spontanément, quand je suis et je le sais en plus, parce qu'il y a un moment donné où dans la discussion, je me lève et je continue à parler. Et je crois que tu sais, il y a quelque chose de très... je reviens aux avocats, le fait de plaider. Tu sais, quand tu plaides, quand tu es en train d'argumenter, exactement, tu prends l'espace. Tu prends l'espace et tu commences en fait et je crois que même au téléphone, je le fais un peu naturellement. Et après, je crois que j'ai retrouvé ça quand j'ai des moments de vie ou des grandes décisions à prendre. Je vais avoir tendance effectivement à faire des randonnées, parce que le fait de marcher, alors déjà tu t'oxygènes, mais surtout tu te poses pas de questions. C'est-à-dire qu'en fait déjà t'écoutes pas ton corps. T'es pas là en train de te dire est-ce que je peux encore marcher ou pas. Tu marches, tu te poses pas de questions. Et puis je crois que le fait d'avancer vers l'horizon doit produire quelque chose chez moi qui me pousse en fait, en tout cas, à réfléchir plus sereinement. Donc non, quand j'arrive à la banque, parce que c'était ça quand même la question, je ne perds pas le fil. Quand j'arrive à la banque, je crois qu'assez naturellement, j'ai toujours eu envie de manger le monde. En réalité, en fait, les gens qui me connaissent savent que je suis toujours très contente d'être quelque part. Alors déjà, je me sens jamais illégitime d'être quelque part, mais je suis toujours pas surprise, mais heureuse d'être quelque part. Donc j'arrive dans un endroit, c'est génial, je suis là. C'est quoi l'étape d'après? Super. Et pas que je brûle les étapes, c'est-à-dire que derrière, je mets un plan d'action pour être la meilleure, parce que j'ai la chance d'avoir cette culture travail et de me dire... Mon père a pas fait tout ça pour rien. J'avoue. Il y a de manière sous-jacente, de manière peut-être inconsciente. Mon père n'a pas fait ça pour rien. Je parle beaucoup de mon père, mais il y a aussi ma mère. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont géré leur vie, pas toujours en ayant le choix. Nous non plus, d'ailleurs. Et puis la génération d'aujourd'hui aussi. Je crois que chaque génération a son lot de difficultés. Je trouve ça très condescendant de dire avant c'était mieux, ou avant c'était plus facile, ou aujourd'hui ils ont tout ce qu'ils veulent, les gamins, ils ont des téléphones. Chaque génération a son lot aussi. Tu vois, moi, il y avait pas ces questions de cyberharcèlement, il y avait pas, j'ai pas souvenir d'enfants qui se suicidaient, tu vois. Et je dis pas que ça n'a pas existé, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a chaque génération a son lot de traumatismes, de difficultés, de choses compliquées à vivre. Donc, je juge pas. Mais, dans mon histoire personnelle, je crois que je leur dois d'essayer de faire toujours plus. Et je crois que ça m'anime un peu indirectement. Donc non, je suis assez naturellement les choses, et je me dis que quand je suis à l'accueil, il faut que je sois assistante, parce que il y avait des assistantes à l'époque. Quand je suis assistante, faut que je passe conseillère. Quand je suis conseillère, faut que je passe gestionnaire de patrimoine. Quand je suis gestionnaire de patrimoine, que je passe directrice adjointe. Et voilà. Et je crois que ça a été un peu le cheminement logique. Et en même temps,
Tu vois, sur cette volonté de toujours avoir 2 ou 3 coups d'après. Tu vois, je me pose la question à un moment donné sur la reconversion, comment elle arrive. Pas que je me fais chier. Moi, j'adore mon métier. J'adore ce que je fais. J'adore travailler dans ce milieu. Mais je me dis, tu vois, quand t'es dans un escalier, en montant, tu veux atteindre la dernière marche. Et j'étais pas à la dernière marche. Mais je me suis dit, OK, est-ce que les étapes d'après m'intéressent? Et le problème dans les grandes entreprises françaises, quelles qu'elles soient, surtout quand tu viens en fait de ce qu'on appelle le réseau d'en bas, quand tu viens des agences, à aucun moment on te dit que tu vas travailler au marketing. Tu as des progressions qui sont très linéaires. Donc c'était quoi le choix? C'était arriver à la direction régionale, gérer des tableaux. Ça m'intéressait tellement pas. Et donc du coup, si moi les marches d'après ne m'intéressent pas, je change d'escalier. Ok. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé la question à l'aube de la trentaine. Je me suis posé la question que j'aurais peut-être dû me poser post-bac. Ok, quel métier existe? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je suis faite pour quoi? Et du coup, j'entame ce bilan de compétences et j'en arrive à découvrir les métiers de l'insertion professionnelle, métiers que je ne connaissais pas du tout. Moi, dans le social, t'as les EduxP, t'as les assistantes sociales et basta, quoi. Enfin, et les associatifs. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un cabinet d'outplacement. Je connais pas ces cabinets privés où tu peux travailler l'insertion professionnelle. Et puis, bon, voilà, je les découvre. Et pareil, j'arrive en bas. Et j'évolue parce que je passe chef de projet, puis après directrice régionale, puis jusqu'à créer ma propre structure. Mais tu vois, j'aime les autres. Forcément, ça c'est assez, c'est un peu en fil rouge dans tout ce que j'ai fait. Mais ouais, je crois que j'ai besoin à chaque fois de voir l'étape d'après, juste parce que on était peut-être limité au départ. Mais je m'interdis, moi, de l'être aujourd'hui. Ok, je vois. Et donc, je ne me pose pas de limite. Mais qu'est-ce que tu as appris pendant ces 10 années à la banque? Ok, c'est bon pour la partie 1. Pour la suite, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.